Comment vit-on quand on est hémophile? Quels sont les traitements? Y a-t-il des traitements? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Laurent Frenzel. Vous êtes rhumatologue au service d'hématologie adulte à l'hôpital Necker. Et en duplex, avec nous, Thomas Sagné. Vous êtes hémophile, vous êtes patient ressource de l'Association française des hémophiles, AFH. Qu'est-ce que c'est un patient ressource? Un patient ressource, c'est un patient qui a été formé pour accompagner lors de sessions d'éducation thérapeutique ses pairs et qui co-anime ces sessions d'éducation thérapeutique avec des professionnels de santé. Un petit mot sur l'AFH, l'Association française des hémophiles, dont vous êtes l'ancien président. Oui, c'est ça. Alors, un petit mot, créé en 1955, c'est aujourd'hui une des premières, c'est la seule association de patients dans le domaine des maladies hémorragiques rares. Elle a pour vocation d'accompagner les personnes, aider la vie au quotidien et de faire des actions de plaidoyer auprès des instances de santé, qu'elles soient nationales ou régionales. Et c'est son slogan, c'est porter la voix aussi, aider la vie et porter la voix. Et c'est une association donc, qui est investie sur ces deux domaines, qui a 24 comités régionaux en France et en Outre-mer et qui cherche au fond à améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de maladies hémorragiques rares. MHR, maladie hémorragique rare, mais aujourd'hui on va parler de l'hémophilie qui fait partie Absolument. de ces maladies. Alors je me suis un petit peu renseigné pour préparer l'émission. Souvent héréditaire, elle fut appelée la maladie royale car la reine Victoria a transmis l'hémophilie aux familles royales d'Espagne, d'Allemagne, de Russie. Elle n'a pas chômé, la reine Victoria. Alors vous, dans la famille, comment ça se passe, Thomas? Alors, écoutez, j'ai rien de royal chez moi. L'une des particularités de l'hémophilie, c'est que c'est une maladie qui peut toucher toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions sociales, de vie. Donc, plus rien de royal aujourd'hui. Moi, j'ai 52 ans et je suis concerné évidemment depuis l'hémophilie, depuis ma naissance évidemment, puisque c'est une maladie génétique. Dans la famille, vous avez des hémophiles. Alors, j'ai 3 cousins qui sont atteints, d'hémophilie aujourd'hui, oui. Vous, on s'est rendu compte que vous étiez hémophile, vous aviez 6 mois, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que, en fait, mes parents m'ont donné un cachet d'aspirine parce que j'avais un peu de fièvre et puis, il y a des bleus spontanés qui sont apparus le long de la colonne vertébrale et ma mère, je crois, avec, mon père, quoi, je ne sais pas très bien, est allée, auprès du centre hospitalier, de là où nous habitions et pour une consultation et là, le diagnostic a été effectué. Alors, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de diagnostic prénatal et vos parents n'étaient pas du tout préparés à ça, hein. Non, et puis pas préparé parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup j'allais dire de sources d'informations entre internet qui sont utilisées par, les usagers du système de santé. Il y avait, j'allais dire plus de connaissances, il y avait à l'époque, moins de connaissances médicales, j'allais dire ouvertes au grand public et donc c'était plus difficile d'accéder à une information spontanément. Donc même s'il y avait déjà eu des personnes atteintes d'hémophilie dans la famille, on ne se doutait pas, je veux dire, qu'elles puissent se répliquer ainsi, en l'occurrence entre sœurs dans ma propre famille. Donc, ils ont été sans soutien psychologique et assez dépourvus de soutien médical au tout début. Vos parents découvrent votre hémophilie à 6 mois, mais vous, vos premiers souvenirs d'enfant d'hémophilie, qu'est-ce que c'est? Alors là, je ne m'en souviens plus très bien. Simplement, je me souviens de l'événement parce que c'était un accident hémorragique spontané dans un genou, le genou gauche en l'occurrence. Et je me souviens avoir eu mal à me frapper la tête contre les murs, littéralement. Et une fois que j'ai reçu à l'époque le traitement anti-hémophilique, être resté allongé de longues journées dans ma chambre. Et au fond, ces événements-là se sont répétés plusieurs fois dans mon enfance et au fond rythmaient ma vie avec la maladie. Accident hémorragique spontané, docteur Frenzel, ça veut dire quoi? D'un coup, comme ça, on se met à saigner sans raison? C'est ça. Donc le caractère spontané, ça peut arriver à n'importe quelle occasion ou pas d'occasion du tout, en fait, de manière spontanée. Alors, ça va dépendre bien sûr de la sévérité de l'hémophilie. Quand on verra, donc il y aura différents types d'hémophilie en fonction
du taux de facteurs qui circulent, mais ça peut être spontané. Et très souvent, on peut s'en apercevoir au moment où le garçon, l'enfant commence à acquérir la marche. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on peut repérer les premiers signes, puisque c'est avant tout des saignements au niveau des articulations. Comment on vit quand on est gamin son hémophilie? Alors, il se trouve que moi, je suis atteint donc d'une forme grave de l'hémophilie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hémophilie sévère. Je crois que principalement, on essaye de vivre, on compose une vie avec l'élan d'un enfant, sa capacité d'oubli. Et en fait, la maladie nous marque et elle laisse des marques importantes. Et ce sont au fond des élans de vie spontanés, je veux dire, de fait de courir de manière spontanée, d'aller vers les autres de manière spontanée. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement, j'allais dire, l'aspect médical, le symptôme de la maladie, au fond l'accident hémorragique spontané, comme on vient de le dire. Il y a aussi, j'allais dire, tout ce que ça implique en termes de mise en retrait psychologique, de repli sur soi. Et il faut beaucoup de maturité à des parents pour pouvoir accompagner j'allais dire, le développement psychique, physique de l'enfant dans ces conditions. Parce que c'est une maladie, à l'époque en tout cas, qui était qui était très grave, elle reste encore très grave, mais dans lequel les traitements n'étaient pas faciles d'accès et n'étaient pas forcément toujours efficaces. Donc il y avait un enjeu là. Alors, on vient de parler de la vie d'enfant. On est allé interroger un autre patient ressource. Il s'appelle Édouard Hamelin. Il est patient ressource à l'AFH également. Et lui, il nous parle de sa vie au quotidien, sa vie d'hémophile. On voit ça tout de suite. Alors, au quotidien, être hémophile aujourd'hui, c'est être vigilant. Tout le temps pour éviter de se cogner, éviter de se blesser, être attentif à tous les signaux qui pourraient indiquer une hémorragie potentielle. Alors, sachant que quand je parle d'hémorragie, c'est vrai que il y a souvent l'idée reçue comme quoi quand un patient hémophile se coupe, il y aurait un geyser qui sortirait de son corps. C'est pas tout à fait la réalité. Hein. On voit que ce n'est pas du tout la réalité. Sachant que ce qui préoccupe plutôt le quotidien des patientes et des patients atteints de maladies hémorragiques rares, c'est surtout les hémorragies internes et plus précisément celles qui sont dans des endroits plus sensibles, notamment les articulations, notamment au niveau de la tête par exemple. Où il faut vraiment une vigilance et être attentif à tous les signaux qui pourraient indiquer un début d'hémorragie. Et ensuite, une fois ces signaux détectés, s'assurer qu'il s'agit bien d'une hémorragie ou d'un début d'hémorragie et à partir de là, traiter avec les médicaments qui existent, quand ils existent, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des pathologies extrêmement rares pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de réponse thérapeutique existante. Thomas Sagnier, les principales difficultés au quotidien? Ces principales difficultés, comme l'a très bien dit Édouard, c'est qu'on apprend à vivre avec son corps. C'est-à-dire qu'on est extrêmement attentif aux moindres changements. On sent les saignements potentiels dans les articulations, la manière de bouger. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est pas facile? Moi, j'avais souvent l'impression, j'allais dire, quand j'avais un début de saignement, qu'il y avait du coton dans mon articulation. Alors, c'est une sensation qu'ont pas les autres. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir du coton dans l'articulation? Ça ne veut pas dire grand-chose pour les autres. Mais pour moi, ça avait bien une signification et dire que j'étais sans aucun doute à un niveau de risque d'avoir un saignement et qu'il fallait soit que je me protège, que je fasse une perfusion supplémentaire, soit que j'arrête l'activité en question. Mais j'allais dire, le domaine des possibles pour un adulte, il change évidemment suivant les individus. Et puis, c'est la manière dont la représentation qu'on peut avoir de la maladie, du domaine des possibles, et qui change d'un individu à l'autre. Mais c'est une préoccupation. Ça veut dire que chaque jour, au fond, quand je me lance dans la vie, dès que je me lève le matin, au fond, je m'adapte au fond, à une situation dans laquelle je peux avoir des risques. Voilà. Est-ce qu'il y a des interdits, des sports qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie? Je crois que la question des interdits, c'est facile pour les parents de jeunes enfants et d'une certaine manière, entre guillemets, c'est facile aussi pour les professionnels de santé.
la vie, elle n'est pas comme ça. Dire les gens ne réfléchissent pas par rapport à des interdits. Au fond, ils ont des désirs et de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'appliquer à leur situation. Je pense qu'un des réels enjeux pour des personnes atteintes d'hémophilie, c'est de pouvoir mener les activités qu'ils souhaitent dans les meilleures conditions de sécurité et de se dire, au fond, quel est mon domaine des possibles parmi les risques que peut entraîner telle ou telle activité. Donc, il peut y avoir évidemment, on déconseille des activités, par exemple, sportives comme qui entraînent du contact, du rugby, de la boxe. Mais par exemple, s'entraîner à faire de la boxe sans combat, par exemple, ça peut être un excellent exercice physique. S'entraîner à se faire des passes de rugby sans qu'il y ait de plaquage, ça peut être une excellente manière de faire une activité physique. Donc, vous voyez, il s'agit au fond d'adapter à sa juste situation. Et par rapport à des discours très généraux qui au fond, prohiberaient tout, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui vit normalement, qui doit vivre normalement avec une maladie, quelle qu'elle soit. On a parlé des interdits. Est-ce qu'il y a des discriminations au quotidien? Alors, sans aucun doute que les personnes atteintes de maladies chroniques vivent des discriminations, que ce soit à l'emploi, c'est parfois difficile de pouvoir librement, j'allais dire, de s'outer, j'allais dire, auprès de son employeur quand on est atteint d'une maladie chronique. Et il y a des personnes atteintes de diabète, d'anciennes personnes qui ont eu des cancers, etc., qui préfèrent ne pas le dire, et je pense à juste raison, parce que leur employeur pourrait mal réagir. Donc, il y a un enjeu là de discrimination qui sont celles de toutes les personnes atteintes de maladies chroniques. Il y en a une autre, qui est celle, par exemple, l'accès au crédit, qui est un véritable enjeu pour les personnes atteintes de maladies hémorragiques rares, parce qu'au fond, les assurances savent assez mal évaluer, parce que c'est une maladie rare, savent assez mal évaluer le risque que ça représente pour elles, en réalité, de prêter à des gens qui sont atteints de maladies chroniques, d'hémophilie. Or, il se trouve que beaucoup de personnes atteintes d'hémophilie travaillent, ont des postes stables et pourraient très bien emprunter. Simplement, les assurances sont extrêmement frileuses malgré les progrès législatifs qui ont été faits en la matière. Mais les associations de patients continuent de travailler dur pour pouvoir faire avancer ce droit-là. Docteur Frenzel, on vient de parler de la vie de l'hémophile. On va en revenir à la pathologie, à la maladie. L'hémophilie, qu'est-ce que c'est? L'hémophilie, c'est comme vous l'avez très bien dit au départ, donc tout le monde connaît un petit peu ce terme-là, on sait effectivement qu'il y a une sorte de saignement un petit peu exagéré. En fait, comment comprendre l'hémophilie? Il faut imaginer que dans les vaisseaux, le sang coule. Pour qu'il coule, il faut qu'il soit suffisamment fluide, mais pas trop. Et pour qu'il soit justement qu'il y ait cet équilibre de fluidité, on a ce qu'on appelle des facteurs de coagulation qui permettent cet équilibre. Dans l'hémophilie, il manque un de ces facteurs de coagulation qui va justement déséquilibrer et le sang va être trop fluide et donc avoir tendance à avoir des hémorragies, à sortir en tout cas des vaisseaux et donc à avoir des saignements spontanés ou lors de traumatismes mineurs. On rappelle le processus de la coagulation en fait. Quand on se coupe, par exemple, on va avoir une petite croûte. Oui, tout à fait. Cette croûte, c'est quoi? C'est des cailloux en fait qui se forment. Mais pour que cette croûte elle se forme, il faut ces fameux facteurs de la coagulation, sinon elle ne se formera pas, ou en tout cas pas de manière optimale. Elle peut mettre plus de temps ou ne pas se former, ce qui peut expliquer que dans certains cas, cette hémorragie va durer un certain temps. Oui. Alors les saignements, on a entendu qu'ils pouvaient être internes. Le commun des mortels, quand on leur parle d'hémophilie, le patient expert l'a dit, on pense que c'est une hémorragie, un geyser qui ne s'arrête pas. Ça peut être aussi des saignements internes. C'est pas que ça peut être. Dans l'hémophilie, c'est essentiellement des saignements internes, ce qu'on appelle des saignements profonds. Alors profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a touché essentiellement les articulations, c'est 2/3 en fait des hémorragies chez le patient hémophile, au niveau des muscles, donc c'est également une hémorragie profonde. Et dans certains cas beaucoup plus rares, heureusement, ça peut également toucher le cerveau et avoir des hémorragies intracérébrales par exemple. Alors, ce que je peux peut-être allez-y, complétez. Oui, ce que je peux peut-être rajouter, c'est que c'est évidemment une des conséquences majeures de l'hémophilie, parce que en fait, ces saignements internes dans les articulations ont un effet corrosif sur le cartilage, et que parce que le sang contient du fer et attaque au fond les cartilages, et une fois que les cartilages sont abîmés, l'hémarthrose revient de manière plus fréquente, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle des articulations cibles qui saignent plus souvent. Et c'est là que commencent, j'allais dire, les débuts à la fois des saignements à répétition, mais aussi les débuts de handicap potentiels qui sont parfois irréversibles, avec des marches qui se déroulent plus normalement, etc. On appelle parfois les hémophiles les intermittents du handicap.
Est-ce que des examens bénins comme des prises de sang peuvent poser des problèmes aux hémophiles? Alors oui, effectivement, il faut faire attention, être particulièrement vigilant et bien appuyer après effectivement simplement une prise de sang parce que sinon effectivement ça a tendance soit à saigner ou soit à faire un hématome au niveau du point de ponction pour la prise de sang. Absolument, il faut être vigilant quand même par rapport à ça. Au début d'émission, on a parlé de la reine Victoria. C'est génétique, l'hémophilie? C'est génétique. Alors, il y a deux types d'hémophilie. Il y a l'hémophilie qu'on appelle congénitale, celle-ci est donc génétique par définition, la plus fréquente. Hein. Il y a aussi, c'est beaucoup plus rare, l'hémophilie acquise qu'on peut effectivement, c'est plutôt ce qu'on appelle une maladie auto-immune, mais en général, ça a des âges beaucoup plus tardifs, ça touche plutôt la personne âgée. Mais voilà, donc globalement, l'hémophilie effectivement est une maladie congénitale, ce qu'on appelle liée à l'X en fait. Liée à l'X, donc ça veut dire que c'est plutôt... C'est plutôt les garçons, mais pas exclusivement. Alors, pourquoi c'est que les garçons? En fait, quand on est un garçon, on a un X et un Y, on est d'accord? Il faut imaginer que sur le chromosome X, il y a cette mutation qui code donc pour l'hémophilie, pour le facteur 8 ou le facteur 9. Par contre, il y a l'Y. Donc, il n'y a pas autre chose pour compenser en fait, le X où il y a cette mutation. Chez la femme, il y a deux X. L'autre X peut compenser. Mais ce phénomène de compensation n'est pas toujours optimal. Ça peut être effectivement aléatoire. Et on peut effectivement avoir certaines femmes qui peuvent être dites hémophiles mineures, c'est-à-dire avoir un taux bas. Ça ne les embête pas trop effectivement dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas vraiment de saignement spontané, mais c'est quand même à prendre en compte, notamment lors des grossesses, et puis elles sont transmettrices donc, de cette pathologie. Il y a beaucoup de femmes Oui. à l'Association française des hémophiles. Oui, absolument. On a même une commission femmes qui est très active au sein de ce mouvement associatif, qui collabore étroitement avec les professionnels de santé. J'ajoute que pour les personnes atteintes, pour les femmes qui sont touchées par l'hémophilie, qui sont dites des hémophilies mineures, la question des chirurgies aussi peut se poser au-delà de la grossesse et que ça nécessite effectivement, quand elles ont une chirurgie qui est programmée, eh bien, d'avoir un protocole de soins extrêmement précis fait par des professionnels de santé spécialisés, comme des médecins comme Laurent Frenzel, qui donnent les indications aux chirurgiens des conduites à tenir. Hémophilie, facteur, gravité. La gravité, elle est en fonction du facteur. Du taux de facteur circulant dans le sang, oui. Qu'est-ce que c'est le taux de facteur? Le taux de On va facteur, expliquer. oui, en fait, les facteurs de la coagulation, ce que j'ai expliqué, donc c'est ce qui permet d'avoir ce fameux équilibre de la fluidité du sang. Quand on en manque, on va avoir plus tendance effectivement à avoir des hémorragies. Alors, l'hémophilie A, il s'agit d'un déficit en facteur 8. L'hémophilie B en facteur 9. Alors, il y a 13 facteurs au total. C'est vrai que le facteur 8 et le facteur 9 ont un rôle important, ce qui explique effectivement l'importance des symptômes hémorragiques. Alors, il y a différents types de sévérité, tout simplement en fonction du taux de ce facteur qui circule. S'il est inférieur à 1%, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en fait, on parle effectivement d'hémophilie à ce moment-là sévère. Entre 1 et 5%, on dit plutôt modéré, et entre 5 et 40%, on dit mineur. Au-delà de 40%, on considère que c'est normal. Vous êtes un modéré ou un sévère? Alors moi, je suis atteint d'une hémophilie sévère. Oui. Sévère, oui. Je me disais bien qu'il était sévère, cet homme. L'évolution de la maladie au cours de la vie. Alors, l'évolution, comme l'a très bien dit Thomas Sagnier, en fait, maintenant, aujourd'hui, un garçon qui naît effectivement avec une hémophilie a une espérance de vie normale. Par contre, là, ce qui va effectivement un petit peu occasionner certains handicaps dans sa vie, c'est ces fameux saignements à répétition au niveau des articulations, comme l'a très bien dit Thomas Sagnier, qui va, au fur et à mesure des épisodes, abîmer l'articulation et entraîner effectivement des difficultés pour marcher. Et donc c'est vraiment ça aujourd'hui l'hémophilie. L'enjeu, c'est la protection articulaire. Est-ce qu'on peut être hémophile sans le savoir? Oui, on peut être hémophile. Alors, hémophile sévère sans le savoir, non. En général, effectivement, on s'en aperçoit quand même assez rapidement. Mais tout à fait, on peut effectivement être hémophile mineur sans s'en apercevoir. Moi, ça m'est déjà effectivement arrivé d'avoir un patient qui est venu me voir à l'âge de 60 ans avec une hémophilie mineure, donc un taux de facteur, c'est un facteur 8 qui circulait aux alentours de 25%. Il n'avait jamais eu de chirurgie, donc on ne s'est jamais aperçu en fait. Et on l'a diagnostiqué à ce moment-là, c'était vraiment une maladie génétique, oui. Thomas Sagnier a évoqué rapidement la grossesse. On peut mener une grossesse quasi normale en étant hémophile ou vraiment des précautions à prendre? Tout dépend effectivement du taux de facteur 8 ou de facteur 9 de la femme qui est enceinte, bien entendu, mais oui, tout à fait. Là où on va être particulièrement vigilant, en fait, quand une femme est enceinte, qu'on connaît donc conductrice d'hémophilie, on va déjà, effectivement, la première chose qu'on veut savoir, c'est le sexe. Parce qu'effectivement, entre une fille et un garçon, c'est pas pareil. La fille, elle va être dans 50% conductrice ou pas. Bon, ça, c'est pas trop un problème, même pour l'accouchement. Par contre, un garçon, donc il y a 50% effectivement de risque d'être hémophilie. Là, on peut effectivement faire un dépistage anténatal pour savoir s'il est hémophile ou pas. S'il est hémophile, on va prendre énormément de précautions lors de l'accouchement. On va éviter d'utiliser effectivement des instruments en cas effectivement d'accouchement un peu difficile, parce qu'on sait effectivement qu'il peut avoir des hémorragies, notamment au niveau cérébral. Donc on va être très précautionneux par rapport à ça. Très précautionneux. J'ajoute sur ce point qu'il y a des grossesses qui ont été menées à terme avec grand succès de femmes
qui ont donné naissance à des enfants et qui étaient atteints d'hémophilie sévère. Donc, j'allais dire que des projets de naissance sont tout à fait possibles alors qu'on est atteint d'une hémophilie sévère. Et les enfants qui sont nés sans être atteints d'hémophilie, par définition. On fait énormément de progrès, ce qui nous amène au sujet qu'on va vous passer maintenant. On est allé voir le docteur Audrey Auchard du CHU de Lille et on lui a demandé où on en était des recherches. Et puis je vais vous poser la question après, Laurent Frenzel, excusez-moi. On écoute tout de suite Audrey Auchard. Alors, les progrès, il y en a beaucoup et effectivement essentiellement dans l'hémophilie. Actuellement, les patients reçoivent des facteurs de coagulation qui les protègent des saignements. Dans les progrès actuels, les facteurs ont des demi-vies de plus en plus longues pour diminuer le nombre d'injections nécessaires et être mieux protégés. Dans les deuxièmes progrès, il y a des études pour avoir des facteurs dans des voies différentes, par exemple en sous-cutané. Il y a d'autres traitements où ce n'est pas des injections de facteurs, mais c'est des anticorps qui imitent le rôle du facteur. Et il y a aussi des études cliniques de thérapie génique. Donc en ce moment, il y a vraiment beaucoup de progrès et beaucoup de recherches dans ces maladies. Facteurs, thérapie génique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme l'a dit Audrey, il y a énormément de progrès, tant mieux pour les patients. Alors comment traiter en fait un patient hémophile? Alors il y a déjà deux façons de voir les choses. Soit on attend qu'il ait un symptôme hémorragique, qui saigne, et on le traite pour limiter effectivement la durée de ce saignement, ce qu'on appelle un traitement à la demande. Aujourd'hui, de plus en plus, comme on l'a bien compris, l'idée c'est d'aller protéger les articulations. Or, on sait que s'il y a des saignements des articulations, ça va les abîmer. Donc l'idée c'est effectivement de les protéger et de mettre un traitement qu'on dit prophylactique. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les traitements prophylactiques, c'était des injections intraveineuses à répétition, 3 fois par semaine, et ça à vie. En fait, ça, c'était le traitement prophylactique qui n'était pas optimal parce que malgré ça, on pouvait quand même avoir des saignements. Donc ça, c'était juste encore il y a quelques années. Aujourd'hui, on a de tout nouveaux traitements avec des systèmes de fonctionnement complètement différents, notamment des médicaments qui se donnent par voie sous-cutanée, qui ont un taux de protection beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace. Et ça se donne, par exemple, tous les mois, voire tous les 2 mois. Donc ça change, mais alors complètement la vie des patients. Et ça, on s'en aperçoit depuis 1, 2, 3 ans. Et c'est vraiment une innovation importante. Puis la dernière innovation dont a parlé Audrey, qui est également très intéressante, ce qu'on appelle la thérapie génique. Oui, ça paraît logique, c'est une maladie génétique. Bon, pourquoi pas apporter un bon gène? C'est ce qu'on peut faire. Alors, il ne faut pas imaginer que c'est une énorme opération. On utilise ce qu'on connaît bien, bon, en plus c'est d'actualité actuellement, avec le Covid, donc c'est un virus. En fait, le virus, il va aller dans les cellules. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un virus qui est complètement anodin, qui donne un rhume. On accroche le bon gène sur ce virus. On administre le traitement, c'est une seule administration qui dure 1 heure par voie intraveineuse. Et après, ce virus va aller apporter ce gène dans les cellules du foie qui produisent les facteurs de la coagulation. Et au bout de 2 à 3 semaines, ce foie va se mettre à produire des facteurs de la coagulation, et ce pendant plusieurs années. C'est quand même pas mal. C'est les fameux messagers, c'est ça? C'est à peu près ça, tout à fait. À peu près ça dans le principe. Oui. Un des éléments qui est à prendre en compte dans cette innovation thérapeutique, c'est que jusqu'à présent, au fond, nos traitements étaient relativement simples d'explication. Même si Laurent Frenzel a expliqué de manière brillante le principe de la thérapie génique, aujourd'hui, ces traitements restent extrêmement, compliqués à saisir et à comprendre pour le commun des mortels, qu'on soit même un patient atteint d'hémophilie. Donc, il y a un enjeu pour que ces traitements deviennent accessibles aux personnes, un enjeu d'explication, de travail, au fond, de prise de décision partagée avec les patients pour, au fond, savoir si les patients veulent eux-mêmes participer, au fond, veulent eux-mêmes choisir ce nouveau traitement. Et c'est là où le rôle à la fois des professionnels de santé dans l'explication et de l'association de patients pour accompagner ces choix thérapeutiques est absolument essentiel. Thomas Sagnier, il y a un enjeu pédagogique pour que les patients comprennent le traitement, mais aujourd'hui, ces traitements, c'est du standard, c'est de la routine ou c'est encore un peu de la science-fiction? Non, c'est plus de la science-fiction en tout cas. Alors du standard, oui, pour les traitements sous-cutanés, maintenant c'est commercialisé, c'est remboursé, et donc ça, comme je dis, ça a changé vraiment effectivement. Alors c'est pas toutes les hémophilies, mais c'est quand même une bonne partie. Pour la thérapie génique, ça reste pour l'instant ce qu'on appelle de la recherche clinique, mais c'est pas du tout la science-fiction. Nous, on a des personnes qui participent et qui sont traitées dans notre hôpital avec de la thérapie génique, et ça se passe plutôt bien. Donc non, c'est pas de la science-fiction, c'est actuel. C'est dans combien de temps? C'est commercialisé, je pense. Voilà, il faut attendre 2-3 ans à peu près pour effectivement commencer à avoir les premiers produits qu'on pourrait effectivement utiliser hors essai thérapeutique. Alors vous, Thomas, votre vie, vous avez eu les anciens traitements dont on parlait, les injections répétées, et vous avez vu votre vie changer avec les nouveaux traitements, non, je suppose?
Comme l'a souligné très bien Laurent Frenzel, c'est l'enjeu du fardeau de la maladie. Ce n'est pas simplement les épisodes hémorragiques qu'on en connaît et la manière de les traiter, c'est aussi le traitement lui-même. C'est-à-dire l'enjeu de l'adhésion thérapeutique à un traitement est tout aussi important que le traitement lui-même et la capacité. Et tout ce qui peut alléger évidemment ce fardeau et de passer de la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée, évidemment, c'est un progrès. Mais je nuance tout de suite en disant, à la fin, c'est quand même moi toujours qui décide si je me pique ou si je ne me pique pas. Alors c'est vrai, ça a facilité, mais ça ne résout pas au fond la question fondamentale, irréductible, qui est je suis atteint d'une maladie chronique et comment je fais comment je fais pour être pleinement en capacité de faire face à cette maladie. Et c'est là où eh bien, à la fois les professionnels de santé et l'association de patients doivent jouer un rôle justement d'accompagnement des personnes pour leur donner le maximum de possibilités de faire les bons choix pour leur propre santé. On arrive au terme de l'émission en 15 secondes. Quand on utilisera la thérapie génique, là, on va guérir. Oui, alors, je suis obligé de nuancer un tout petit peu. On parle de guérison, ça dépend un petit peu de l'efficacité de la thérapie génique, mais c'est quelque chose qu'on peut... Alors, guérir, comme l'a très bien dit Thomas, guérir, on ne saigne plus. Mais par contre, les conséquences antérieures sur les articulations, pour l'instant, vont quand même rester. Et une dernière question, alors là, en 5 secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui en meurent encore aujourd'hui de l'hémophilie? Alors, comme je dis, l'espérance de vie est quasi normale. Par contre, sur certains, notamment les hémorragies cérébrales, ça peut encore malheureusement arriver. Heureusement, c'est extrêmement rare. Eh bien, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Laurent Frenzel, je rappelle que vous êtes rhumatologue au service d'hématologie adulte de l'hôpital Necker. Et vous, Thomas Sagnier, vous êtes patient ressources et ancien président de l'Association française d'hémophilie. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.